Ok, bonjour à tous. Donc ce matin, on va faire une arthrolyse du coude. C'est un jeune homme qui a eu une fracture de la tête radiale, qui a consolidé avec un petit calvitieux, mais finalement pas très gênant, mais qui a développé une forte raideur dans les suites. Alors, d'un point de vue étiologique, sur le plan de la cause, c'est un patient dont on retrouve un traumatisme dans l'enfance, en fait, du coude. Donc, il avait peut-être une articulation qui était un petit peu abîmée par ce traumatisme d'enfance et avec une fracture de la tête radiale qui a décompensé et qui a entraîné les phénomènes de raideur qui sont les siens. Donc la plainte principale est un défaut d'extension complète du coude. Chez un jeune homme qui est sportif, peut être gênant. Donc il a à peu près 50 degrés de flessum. Donc on a commencé par faire une voie optique antéromédiale et vous voyez que oui, on est dans le cadre d'une arthrolyse, donc il y a de la raideur. Et donc là moi je pense que je suis au niveau de la partie haute du capitellum tout simplement. Vous pouvez ouvrir le hall, docteur, si vous voulez également. Voilà, ça va nous aider. Merci Thomas. Et le but, c'est de retirer ces tissus tout simplement, donc de faire une voie instrumentale. C'est important, c'est pour ça que je décide de filmer à ce moment-là, qu'on voit qu'on ne voit rien en fait, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien au départ, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est une arthrolyse. Donc à partir du moment où on fait une arthrolyse, c'est que l'articulation elle est déjà raide, et c'est donc logique que quand on rentre, on ne voit pas grand-chose. Tac. Et on va créer petit à petit notre poche de décollement pour pouvoir visualiser ce qu'on fait. Tac. Voilà. Ok. Ce que j'essaye de faire au départ, quand on voit pas bien, c'est déjà de percevoir l'extrémité de son instrument. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on est en triangulation, si vous voulez, où l'instrument est devant l'autre, donc c'est un petit peu plus difficile que lorsqu'on est dans un triangle à 180 degrés. Après, c'est aussi quelque chose qui est assez spécifique à l'articulation du coude et qui finalement va pas poser beaucoup de problèmes, on va s'y habituer. Après, il ne faut pas hésiter à changer sa voie d'abord aussi, c'est-à-dire que je fais une voie d'abord, je vois pas grand-chose, je vais essayer de retrouver à partir de cette voie d'abord, il ne faut pas hésiter à réintroduire, à re-rentrer pour se retrouver, hein, tout simplement. Et c'est une situation qui est assez classique et assez normale. Donc c'est important, encore une fois, de montrer ce moment, qui est un moment qui n'est pas très confortable, puisque c'est un moment où on a une visualisation qui n'est pas optimale, en fait, hein. Voilà, là, on s'est vu. Voilà. Voilà. Hop là. Alors vous voyez que je ne mets rien autour de l'avant-bras, pour une raison assez simple, c'est que les gens ont beaucoup peur des syndromes de loge de l'avant-bras, etc. Je ne suis pas du tout persuadé, je ne crois pas beaucoup à ces complications. Par contre, si on touche un petit nerf ou qu'on est proche d'un petit nerf, on peut stimuler, ça permet tout de suite de voir bouger la main. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est positif et qui est important de le voir dès qu'on peut le voir, en fait, hein. Tac, hop, hop là, pardon. Voilà, donc on voit notre instrument. On a l'os qui est ici, et tout doucement, hop, l'oiseau fait son nid. Dans les fortes raideurs, dans les fortes arthrolyses, vous serez obligé de commencer par un temps comme ça, où vous êtes pratiquement à l'extérieur de l'articulation, simplement parce que vous n'arrivez pas à rentrer dedans, et d'ouvrir petit à petit la capsule articulaire, alors que vous êtes au départ à l'extérieur de l'articulation. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement nécessaire. Il faut y aller tout doucement. Voilà. Alors, ok, donc là on voit déjà qu'on est au niveau de la fossette coronoïdienne. Donc on est à la partie antérieure et supérieure de l'articulation, plutôt sur le versant médial. Alors vous allez me dire, vous nous parlez de plein de choses, mais on voit rien. Certes, mais avec un peu d'habitude quand même, on voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont creux. On le sent bien avec l'instrument. On va gentiment descendre. On fait très attention à voir qu'on ne stimule rien. On est avec un instrument électrique, donc si on s'approche d'un nerf, on va le voir tout de suite. Ça va stimuler, ça va faire bouger l'avant-bras.
Tac, pardon. Voilà. Tac. Je veux bien que vous approchiez un tout petit peu la pédale, Thomas, de sorte que j'ai pas besoin de m'écarter, ça va me simplifier un peu la vie. Voilà. Ok. Hop là. Voilà. Voilà. Merci Thomas. Là, on voit déjà vous voyez, un petit fragment ostéochondral libre. On n'a pas encore bien ouvert qu'on voit déjà ça. Je voudrais que vous bougiez un petit peu le coude tout doucement en flexion-extension. Voilà. Donc très certainement, je suis là au niveau de la pointe de la coronoïde. Donc on voyait bien tout à l'heure ce qui est le récessus coronoïdien. Donc j'étais bien au bon endroit. Voilà. Et on voit que dans la raideur avec manque d'extension du coude de ce patient, eh bien, la fibrose antérieure capsulo-ligamentaire avait sa part. Parce que sinon, on serait rentré beaucoup plus facilement dans l'articulation. On voit qu'on coupe des tissus qui sont épaissis, qui ont participé à la raideur et au manque de mobilité de ce patient. Ok, très bien. Donc, on va aller travailler plus spécifiquement voilà, sur le récessus coronoïdien. Tenez ça comme ça, Thomas. Merci. Ok. Et on va aller regarder là. Voilà, là on est sur le récessus et on va. Vous voyez le creux, hein, c'est ce que j'entreapercevais tout à l'heure et ce que je vous décrivais. Alors évidemment, il y a un petit peu d'habitude et d'expérience, mais quand même, il y a une information que je n'ai pas, que vous n'avez pas et que j'ai moi, qui est la sensation palpatoire. En fait, je vois bien qu'il faut que j'introduise mon instrument davantage et donc que ça correspond à un creux. C'est le creux de l'apophyse coronoïde. Alors ça, évidemment, quand je fais ça, je travaille plus sur la flexion. Hein, ça ne va pas augmenter directement l'extension du patient. Mais c'est déjà quelque chose à faire parce que il a à peu près 10-15 degrés de manque de flexion, qui n'est pas gênant, mais qui est présent. On va désinsérer la capsule au niveau de son insertion haute. Là, vous voyez beaucoup mieux, vous comprenez beaucoup mieux le récessus coronoïdien. Et donc, on a une voie d'optique qui est antéromédiale, une voie instrumentale qui est antérolatérale, qui sont plutôt des voies hautes. Hein. Vous savez que plus la voie est haute et plus vous êtes en sécurité, notamment par rapport au nerf radial. Hein. C'est plutôt les voies basses qui sont à proximité des éléments anatomiques nobles, notamment du nerf radial. Voilà. Alors, coquin, c'est très bien. Voilà, là on devine le capitellum. On va ouvrir la capsule antérieure. On regarde du capitellum. Voilà. Forte raideur hein, quand même. Hein. Fortes adhérences. Je ne m'attendais pas à retrouver autant d'adhérence quand même dans le compartiment antérieur. Comme quoi, je pense que systématiquement, quand vous faites une arthrolyse, quand vous faites des gestes, il faut observer tous les compartiments. Hein. Je pense que ça, c'est hyper important. Même s'il y a des fois, on se dit, bon, est-ce que là, j'ai vraiment besoin d'aller dans le compartiment postérieur? Est-ce que là, j'ai vraiment besoin d'aller dans telle gouttière? En fait, vous apercevez qu'à chaque fois que vous allez y aller, ou très souvent, vous allez retrouver des éléments cibles sur lesquels vous allez pouvoir agir et améliorer la condition du patient. Hein. Donc, tac. Voilà. Là, ce que j'ai pas fait, ce que je vais faire, tac, tu as l'instrument qui est comme ça. Alors, je vais aller, hop, regarder vers là. Ok. Tac, reprenez ça. On va se remettre un petit coup de Viper. Pression de base est à combien, Thomas? On est à 40 là, si vous voulez, on Ok, peut non, augmenter. mais pour l'instant, on est bien. On va voir ça. Tac. Alors, si je prends un peu plus de recul, je vais me voir un peu plus facilement. Voilà. Ok. Alors, je vais reprendre. Ce qu'on va faire, c'est on a déjà bien creusé
le récessus coronoïdien, on va switcher les voies d'abord. On va utiliser la voie d'abord latérale pour introduire l'optique, on va utiliser la voie d'abord médiale pour introduire l'instrument. Ça c'est pareil, hein, c'est très important de switcher à chaque fois, parce que vous allez vous apercevoir que finalement l'angle de vue qu'on a est complètement différent. Et alors qu'on est dans le même compartiment, on peut voir des choses que l'on ne voyait pas précédemment. Hein. Voilà. Tac. C'est pareil, on prend son temps hein, pour se positionner au bon endroit. On ne voit pas grand chose. Non, je suis directement dans le muscle. Je vais vous reprendre le trocard, Thomas, s'il vous plaît. Tac. J'ai là le trocard. Vous en avez deux? Oui. Ah, super. Tac. Donc évidemment, quand j'introduis l'arthroscope, j'essaye de me repérer, hein, à toucher les éléments osseux, pour essayer de me représenter où est-ce que je suis. Voilà. Donc là, on est sur un espace où on a travaillé, on le voit déjà. Super. Donc là, on est sur l'apophyse coronoïde, la trochlée, le récessus. Ok. Je me touche, mais je ne me vois pas. Tac. Voilà. Hop là, j'y suis. J'essaie de m'augmenter un petit peu la pression là, s'il On va vous plaît. augmenter la pression de base si tu veux. Ouais, vous allez me donner un trocar. Plus 10 pour voir au début. Merci. Ok, c'est pas mal. Plutôt vers le haut, donc on est bien. Et je vais vous prendre le shaver là, s'il vous plaît. Nickel. Retirez le trocard. Merci. Voilà, parfait. L'aspiration. Elle est au minimum, l'aspiration, Thomas, là? Non. Vous voulez qu'on la descende Ouais, au minimum? minimum. En fait, ça, c'est voilà, un petit truc. Alors, vous voyez, on met Enfin, un on peu est de à l'eau, temps mais à bien visualiser. C'est tout à chef. fait normal de mettre un peu de temps Non, à minimum. bien visualiser. Et c'est la situation normale. Il y a plusieurs raisons à ça. L'anatomie d'une part, le fait qu'on est sur une anatomie où la poche capsulaire est moins importante dans le cadre d'une arthrolyse. Puis c'est pas de la chirurgie reproductive, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une pathologie dégénérative, on ne va pas reproduire un geste à l'infini, on va adapter un geste. Donc c'est normal dans ce temps-là, même avec de l'expérience, même avec l'habitude, de s'embêter un petit peu à certains moments, et il faut rester très décontracté parce que c'est parfaitement logique et parfaitement normal. Deuxième petite chose là, vous avez vu sur laquelle j'ai insisté, c'est-à-dire que quand j'utilise le shaver dans le coude, toujours je suis en aspiration sur mon petit interrupteur, moi, de mon instrument, en position intermédiaire, mais aussi l'aspiration est en position minimale. Le risque étant que là, si vous allez en aspiration maximale, vous allez entraîner la capsule vers votre instrument, vous risquez de manger la capsule, ce qui n'est pas bien grave, mais vous risquez de manger ce qu'il y a devant, et ce qui peut l'être beaucoup plus. Donc il faut vraiment y aller tout doux, et si j'ai décidé de manger la capsule, il faut que ce soit un choix volontaire, il ne faut pas qu'elle vienne comme ça d'un coup à moi, alors que je ne le souhaite pas. Tac, voilà. Vous allez voir que chez ce patient, en fait, on va probablement re-switcher aussi. On a fait un switch, ça me permet de nettoyer vraiment. Très bien, capsule antérieure, voilà, pointe de la coronoïde. On va essayer d'aller là. On voit qu'il y a des fortes adhérences, hein, c'est ce qui a fait que je ne suis pas très à l'aise au niveau de la
tête radiale là, ça c'est complètement fibrosé. Et ça, évidemment, on le verra mieux avec une optique antéromédiale. Là, ça me permet d'être sûr que mon temps finalement antérieur et interne sur le compartiment huméro-ulnaire est complet. Voilà. J'ai ma trochlée, j'ai ma coronoïde, j'ai pas d'ostéophyte sur la pointe de ma coronoïde, j'ai décollé la capsule à ce niveau-là, j'ai retiré tout ce qui pouvait combler la fossette à ce niveau-là, on va remettre un petit coup de Viper, et on va aller travailler maintenant complètement sur le compartiment externe en réinversant les voies d'abord. Ok, parfait. Encore une fois, là, la cible sur laquelle on agit ne permet que de récupérer de la flexion. Le décollement capsulaire, le débridement capsulo-ligamentaire antérieur permet de récupérer l'extension, mais le creusement de la fossette coronoïdienne, ça ne permet que d'améliorer la flexion. Enfin, c'est dommage de ne faire qu'un seul élément alors qu'on peut faire les deux par le même temps. Tac, voilà, parfait. On a bien décollé. Je vais essayer d'ouvrir un peu voilà, l'espace ici pour me réintroduire plus facilement. Voilà, on va manger la capsule ici, impec, donc normalement ça devrait être beaucoup plus simple. Alors, je vais vous montrer quelque chose que je ne vais pas forcément faire. Donnez-moi l'autre trocard que vous pouvez faire au départ si vous avez du mal à... La chemise en fait, la chemise avec le trocard. Directement. Pour vous éviter de switcher, de passer de quelque chose que vous ne connaissez pas à quelque chose que vous ne connaissez pas, vous pouvez passer de quelque chose que vous ne connaissiez pas au début, vous avez votre vision, puis vous allez introduire ce trocard, vous voyez que c'est un nouveau trocard, une nouvelle chemise d'arthroscopie, faites attention au mot que j'utilise, c'est chemise d'arthroscopie, hein, enfin le trocard et la chemise, et donc voilà, je vais couper parce que ça aspire un petit peu, et donc là, plutôt que de switcher complètement, je peux très bien demander à mon aide de l'arrivée d'eau et l'évacuation de l'eau, de me le positionner sur la deuxième chemise, allez-y tant qu'on y est. Hein. Avec le temps, vous allez le faire beaucoup moins, mais ça, c'est une petite astuce très simple qu'on peut mettre en place au départ qui peut beaucoup vous aider en fait. Voilà, impec. Hop. Et en plus, ça vous garde l'orientation de la voie instrumentale. Parce que vous savez qu'il va falloir réintroduire l'instrument, mais à peu près au même moment. Petite chose toute simple. J'ai beaucoup utilisé au départ. Maintenant, c'est rare que j'utilise ça, mais je pense que ça peut être utile dans les situations un peu complexes. Puis c'est un nouveau geste technique qui peut toujours être intéressant de connaître. Hein. Ça fait partie de l'arsenal des possibilités qui nous sont offertes pour que ça se passe mieux et plus simplement. Voilà. Ok. Pareil, on fait un petit coup d'hyper pour réouvrir la poche capsulaire. Ah voilà. Vous allez pouvoir retirer ça. J'ai vu un petit peu l'orientation. On va utiliser le Viper. Faites attention que je ne fasse pas de faute. Allez-y, retirez-vous. Voilà. Super. Vous voyez que ça simplifie le switch. Après, ce qui a surtout simplifié le switch, en fait, c'est qu'on a ouvert les voies d'abord. Vous avez vu que ce soit l'ouverture capsulaire. Voilà. On va vraiment pouvoir. Donc ça, c'était à l'arthroscanner systématique du patient. Je ne pensais pas que les adhérences capsulo-ligamentaires antérieures participaient autant à la raideur du coude chez ce patient-là. Ce qui oriente vers le fait qu'il faut systématiquement aller explorer les deux compartiments chez les patients. Vous le faites systématiquement à chaque intervention Ouais, sur les arthrolyses, ça va vraiment être systématique. Je dirais sur les fractures, ça peut ne pas être systématique parce que si on arrive à synthéser une fracture par une voie d'abord, il n'y a pas forcément besoin. Mais je pense de manière générale, il vaut mieux explorer tous les compartiments de manière systématique. On aura un geste qui est beaucoup plus complet. On sait que dans l'arthrolyse, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Tac. Vous voyez cette bride là, on va être content de la couper là. Voilà. Ça va nous donner un peu d'ouverture. On voit le calvicieux là, en fait. Pronosup, Thomas, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la tête radiale avec fortes adhérences. Relâchez, relâchez, relâchez. Parce que mon image n'est pas tout à fait horizontale, ça va être beaucoup plus clair si je me mets comme ça. Allez-y. Vous voyez ces phénomènes adhérentiels très importants. Voilà, vous voyez qu'en fait, au niveau du cal, il y a du tissu mou qui a collé et il y a probablement du ligament annulaire qui a directement collé au cal fracturaire. Merci Thomas. Alors, je vais prendre le... Oh, regarde, attends. Ouais, je vais prendre ici un petit coup de shaver quand même. Tac. Merci Thomas.
C'est bon. Donc toujours faites attention, aspiration minimum. Voilà. Ok, je veux bien que vous me teniez l'instrument, Thomas, s'il vous plaît. Voilà, je vais me mettre un petit peu mieux. Voilà, super, merci. Tac. Voilà. Une partie du ligament annulaire, donc vous voyez que je résèque au moins la partie haute du ligament annulaire. Tac. Et vous voyez ces phénomènes adhérentiels au niveau du trait de fracture. Voilà. Ouais, on n'aspire pas très fort, donc forcément ça, voilà, ça a plus de mal, mais c'est pas grave. Donc pas hésiter dans les fortes arthrolyses à manger la partie antérieure des ligaments collatéraux. Surtout s'il y a un déficit d'extension, on va y avoir un épaississement, une fibrose, des phénomènes adhérentiels qui prédominent sur la partie antérieure des ligaments collatéraux. Et je vous parle de ça parce que vous savez que là on n'est pas bien loin du ligament collatéral, latéral, et je commence à manger l'extrémité latérale parce que c'est important si on veut récupérer de l'extension. En tout cas, si on ne voit pas de cause osseuse, de butoir osseux, ça veut dire que la cause capsulo-ligamentaire, elle est prédominante. Ok, là on va aller travailler un petit peu peut-être avec le Viper. Est-ce que vous avez plus petit que ça, comme Shaver, Thomas? Oui. Ça peut m'intéresser. Pour aller se glisser dans l'interligne, ça peut être intéressant. Hop. Tac, et voilà. Probablement là il y avait un défect cartilagineux, il y a un défect cartilagineux qui a été comblé par du tissu fibrotique aspécifique, qui est assez bien comblé quand même. Je trouve que cet instrument aussi abîme moins le cartilage, parce que si vous voulez, vous pouvez faire éventuellement des petits rails, vous pouvez le strier, mais au moins vous ne le brûlez pas. Vous savez que quand vous le brûlez, la lésion, elle est sur ce que vous voyez avoir brûlé, mais également sur le tissu avoisinant en fait, qui a également été victime d'une brûlure. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça va à un rythme que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il faut que je sois longtemps sur le tissu, que j'appuie dessus pour qu'il se mange. Et je pense que c'est comme ça qu'on est en sécurité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez envie de couper le tissu cible volontairement, que vous y restiez plusieurs minutes dessus, parce que si vous le mangez comme ça en 5 minutes avec un gros shaver qui aspire à fond, le risque de lésion d'éléments anatomiques qu'on ne voulait pas toucher est quand même nettement augmenté. Donc là on prend son temps tranquillement. Voilà, ça c'est la partie antérieure du ligament collatéral radial, donc je peux le manger. Voilà, tranquillement. Ce qui est sympa, c'est que vous m'avez prévu un instrument qui est suffisamment fin pour que j'aille dans l'interligne aussi. Voilà, pour essayer de retirer les petits éléments de l'interligne qui gênent. Voilà, ligament annulaire. Voilà. Donc ça c'est la lame tendineuse des épicondyliens latéraux que vous voyez au fond avec le ligament annulaire et en continuité le Viper s'il vous plaît. Le ligament collatéral radial. Je vais vous montrer, je vais préciser ça quand même. Tac. Donc ça c'est la lame tendineuse. Et dessous ici, vous voyez qu'il y a un interligne, je peux glisser mon instrument, et ça c'est directement le ligament annulaire et le ligament collatéral radial. Après vous pouvez ouvrir un petit peu de lame tendineuse des épicondyliens latéraux, il ne va pas se passer grand chose, c'est ce qu'on fait dans les tendinites. Mais
c'est pas le tissu cible. Hop là. Très bien. Voilà, là, je suis allé là où je souhaitais aller. J'ai fait mon temps antérieur. Peut-être ouvrir un tout petit peu plus le ligament annulaire. Hop là, je vais le faire au shaver. On va re-regarder cette interligne. Ouais, Thomas, si vous pouvez me faire un petit peu de pronospination. Très important d'étudier l'articulation, donc tous au volant rotatoire. Ouais. Ouais, vous êtes à fond là. À fond dans un sens, à fond dans l'autre. Voilà, devant la caméra. Ok, super. Parfait, pas de problème. Je vais vous reprendre un petit peu le shaver. Et puis on va passer au temps postérieur. Chez ce patient, on s'attend à un petit comblement de la fossette olécrânienne. Dans le temps postérieur, hein, j'anticipe un petit peu. Et puis aussi un comblement fibreux butoir au niveau de l'apophyse olécrânienne, qui était bien visible sur l'arthroscanner. Donc, vous allez voir que très certainement, on va pouvoir faire 2 voies d'abord pour le compartiment antérieur et 2 voies d'abord pour le compartiment postérieur. C'est pas joué encore, mais en tout cas, sur le compartiment antérieur, on a pu tout faire à partir du moment où on accepte de switcher. Et il faut switcher dans l'arthroscopie du coude, on est beaucoup plus à l'aise. On va pouvoir tout faire par simplement 2 voies d'abord. Hein. Voilà. Hop, super. Nickel. Alors, pardon, parce que je ne savais pas que vous vouliez faire ça. Voilà, c'est bien. On respecte, vous voyez, l'insertion basse du ligament annulaire. On respecte quand même un petit peu. On peut le manger complètement hein, sur des forts traders, il ne faut pas hésiter. Là, je ne pense pas que ça participe. Là, je suis directement sur ma coronoïde. Je sais que j'ai travaillé ma fossette coronoïdienne. Tout va bien, on va pouvoir passer au temps postérieur. Alors, le temps postérieur, au début, je trouvais que c'était un peu plus difficile. Et puis avec le temps, finalement, c'est un temps que je trouve souvent plus facile, en tout cas plus reproductible que le temps antérieur. Voilà, donc je vais vraiment au sommet transtricipital, au sommet de la pointe de l'olécrâne. Voilà. Tac, vous allez voir que je vais faire ma voie d'abord postérolatérale dans le même temps. Voilà, super, merci. Tac. Là, je sens, si vous voulez, que je suis dans un creux. Je sais que je suis dans la fossette olécrânienne. Préparer ma voie instrumentale tout de suite. On sait qu'il n'y a pas d'élément noble là, donc on peut vraiment y aller à l'aveugle sans problème. Voilà. Voilà, je me sens. Et donc on va pouvoir travailler. Elle est peut-être un petit peu basse, ma voix instrumentale. On va voir. De toute façon, en gonflant, ça va travailler là-dessus. Super. Tac. Merci Thomas. J'allais vous dire, est-ce qu'on a filmé, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin. Donc évidemment, au départ, j'ai très peu de recul. Hein. On est dans le cas d'une arthrolyse. J'ai tout de suite ces tissus mous, mais c'est tout à fait normal. C'est ce qui était un peu déroutant au départ, c'est qu'évidemment, on a beaucoup moins de possibilités de recul sur le compartiment postérieur par cette voie que sur le compartiment antérieur. Mais finalement, c'est normal. On va débrider tout ça. Et vous allez voir que on va voir la fossette comme on doit la voir. Ça pose pas de souci. Voilà, nickel. Parfois changer la focale, hein. Vous voyez que ma focale est évidemment plus courte, on est plus proche du tissu cible, donc on va la modifier légèrement. Tenez, ouais, parfait. Voilà, et on va commencer tout de suite à travailler la fossette, à la débrider. Voilà. Voilà. Tenez l'instrument, Thomas. Merci. Voilà. Je vais bien que vous fassiez un petit peu de flexion-extension. Voilà. Le crâne est encore un petit peu plus bas. Là, on est vraiment sur la capsule
articulaire encore. Merci Thomas, c'est bon, c'est bon. Tac, je vais vous prendre le shaver avec le gros, si vous voulez, le gros couteau de shaver. Tac. Voilà, impeccable. Hop là. Donc là, bah, c'est le débridement capsulaire postérieur, hein, tout simplement. C'est très inflammatoire. Hein. On voit que cette zone doit être source d'un certain nombre de contraintes. Voilà, on vous commence à voir notre haut l'écran comme il faut. Tenez l'instrument, merci. Alors, voilà, là on voit l'interligne entre l'olécrane. Je vais vous montrer ça avec un peu plus de recul. Dès lors que mon instrument va cesser de se coincer. Voilà. Je pense que j'ai légèrement abîmé les dents, donc on va prendre le petit du coup là. Là, vous voyez bien l'interligne entre la trochlée au-dessus et l'olécrane qui bouge là. Avec un petit ostéophyte, on le sait, au niveau de la berge postérieure de la trochlée, mais également au niveau de l'olécrane. De l'eau. Ouais, s'il vous plaît. Voilà, là j'ai plus de recul, donc du coup on va se réajuster la focale. Je veux bien que vous teniez l'instrument là, Thomas. Vous voyez qu'on part de on voit pas grand chose à on voit mieux, ce qui est quand même plus rassurant que dans l'autre sens. Et aussi beaucoup plus logique. Ça, je pense que vous voyez, c'est un petit ostéophyte ou un petit fragment qui a consolidé en mauvaise position, mais ce qu'on est en train de voir là participe, à mon avis, au problème du patient. Voilà, en plus c'est mobile, je crois. Ok, donc on va pas complètement... Alors quand vous avez des corps étrangers qui sont un petit peu fixes, ne les détachez pas complètement, parce que c'est beaucoup plus facile d'attraper un corps étranger qui est un peu adhérent que d'attraper un corps étranger qui est complètement mobile. Hein. Voilà. Là, vous voyez ce fragment. Vous avez la pince pour attraper les... Oui. Ok, nickel. Alors, ouais, attention Thomas, pas me faire bouger. Tac. Donc, il est là. Voilà, parfait, merci. Ça, c'est une pince à ménisque. Très pratique les pinces à ménisque.
tout simplement parce qu'elles sont courbes et donc ça vous permet d'aller vraiment dans la plupart des recoins. Alors, donc là, voilà, faut faire attention, il faut bien tourner, parce que le risque en fait, c'est que ça reste coincé dans les tissus mous. On va quand même retirer une bonne partie, c'est bien. Je vais prendre le Viper là, s'il vous plaît. On va creuser ça. Tac, là. Vous voyez le comblement fibreux, on vient de retirer un ostéophyte en partie fracturé. Voilà, là on travaille la fossette olécrânienne. Tac. Voilà. Si toutefois je vous dérange, vous me le dites, hein. Non mais en gros, votre présence elle n'est pas absolument requise ici. Si vous voulez discuter de ce que vous voulez manger, n'hésitez pas à franchir la porte et à le faire à côté, hein. Donc on est bien dans un bloc opératoire, vous l'avez compris. Et on n'est pas forcément mieux loti par nos anesthésistes qu'ailleurs. Bien qu'ils soient adorables, hein, la plupart du temps ils sont très sages. Tac. Ouais, je vais vous prendre le shaver s'il vous plaît. Hop là. Donc voilà, on creuse, on travaille progressivement la fossette. On n'est pas encore sur le pilier interne, vous voyez, on est encore dans le creux de la fossette. Le pilier interne, on le voit apparaître, on le voit remonter là. On va bien libérer également les adhérences capsulaires sur le pilier interne. Ok. Il y a ce rebord osseux, en fait, c'est ce que j'observe depuis tout à l'heure, qui pour moi n'est pas normal et va participer au fait. Il y a une ostéophytose dorsale de la trochlée. On a l'impression d'avoir une fossette qui est un peu plus creuse de ce fait, mais en fait c'est une fausse impression. C'est surtout que tout ce rail que vous voyez ici, en fait, est un ostéophyte. Et ça, évidemment, ça crée une perte de rotondité et ça va limiter l'extension. Voilà. Donc là, je suis sur mon pilier interne, mon pilier externe, pardon. C'est évidemment plus facile puisque mon instrument vient de là. Voilà. Par rapport à ça, pas de problème. On va aller là, on va y aller au Viper sur le pilier interne. Ok, parfait. Là, j'ai complètement libéré mon pilier interne, vous voyez ici.
la fossette qui est anormalement creusée parce qu'il y a ce rebord ostéophytique qui fait qu'on a l'impression que c'est anormalement profond. Bien libéré. Hop, je mets ça là. Le pilier externe. C'est le cas aussi, là globalement il est bien libéré. Et maintenant on va réséquer un petit peu d'ostéophyte. Voilà, vous avez compris Thomas, merci. Et on va commencer par les ostéophytes de la trochlée. Tac. Donc finalement ce patient il a un temps qui est assez complet. Tac, on n'est pas allé dans les gouttières encore, mais on va y aller, rassurez-vous. Ok, je veux bien que vous teniez l'instrument 2 secondes, que je m'inverse ma voix. Super. Super. Allez. Parfait, tenez l'instrument. Impeccable. Voilà. Ça me plaît. Là, on va aller bosser sur l'olécrane, donc il va falloir faire un petit peu d'extension, Thomas, s'il te plaît. Voilà. Parfait. Voilà, un peu plus. Voilà. 2 secondes. Je visualise mieux ça. Relâchez-vous. Alors, on va prendre le Viper. Voilà. Parfait, ça on va se le brûler. Donc, vous voyez qu'on a toujours un peu moins de recul en fait dans le compartiment postérieur, c'est ça qui peut être un peu déroutant. Vous voyez qu'on est tout le temps sur un mouvement puisque la sonde, l'arthroscope est vertical. On va en permanence lutter contre la gravité, donc on a souvent une image en mouvement en permanence avec cet aspect de pistonnage. Après on s'y fait, c'est pas très gênant. Voilà. Tac. Allez-y. Voilà, super. Là on va pouvoir manger ça là. C'est bien, relâchez-vous, on va le faire tout à l'heure. Voilà, j'avais besoin de mieux visualiser. C'est très bien. Et si vous voulez, quand vous mangez le bec au lait crânien, pas abîmer le cartilage de la trochlée, il va falloir faire de l'extension. Comme ça, vous sortez de la zone cartilagineuse de la trochlée, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Ça, je vais un petit peu le manger. Là, on est sur la trochlée, mais je vais quand même un petit peu le manger. Et là, on bascule tout de suite sur l'eau, les crânes. Ça marche. Ok, parfait. Merci.
Ok. Voilà, essayer de me faire un peu de voilà, d'extension. Super, on est Thomas, impec. Ouais, relâchez-vous. Ok. Voilà, là on est bien, on a mangé ce que l'on souhaite. Je vérifie si j'occupe la longueur. De toute façon, on va descendre dans les rampes hein, dans un instant. Voilà, je vérifie que j'ai pas de choses à monter. Donc là, vous voyez déjà, on descend sur la rampe médiale. Ça veut dire qu'on a le nerf ulnaire qui est juste derrière là où est mon instrument. Donc il faut faire attention. Ok. Pas d'éléments qui participent à la raideur. On voit des petits phénomènes adhérentiels. C'est tout à fait normal. Normal, oui. Mais par contre, je ne pense pas qu'il y ait d'éléments qui participent. On va aller dans la rampe postérieure. Je vais retirer cet instrument. Je vous le rends, Thomas. Dans la rampe postéro-latérale. Voilà notre interligne. Alors là, soit on utilise la voie d'abord que j'ai déjà, soit on va utiliser, vous allez voir, la voie d'abord instrumentale qu'on va inverser, qui va nous permettre de descendre plus facilement. On va voir déjà comme ça. Ok, vous allez me donner le trocard. C'est souvent dans les rampes que se retrouvent les petits corps étrangers. C'est pour ça que c'est important d'aller systématiquement jeter un coup d'œil dans la rampe, dans les deux rampes. Évidemment, la rampe médiale, si vous voulez travailler dedans, il faudra faire une petite incision pour aller disséquer le nerf ulnaire. Parce qu'en percutané, il y a un vrai risque de lésion du nerf ulnaire. Par contre, dans la rampe là, latérale, à ce moment-là, on est beaucoup moins gêné. Bonjour. Alors. Donc là, c'est le siège quand même voilà, qu'on puisse pas descendre plus facilement. Ça prouve qu'il y a un petit peu de fibrose et d'adhérence, c'est pas grave. Je vais re-rentrer dans ma voie d'abord initiale, Thomas. Tac. Voilà, on va voir. Tac. Alors. Voilà. Voilà. Tac. Donc là, justement, dans cette rampe, on va aller bosser un peu parce que je trouve que c'est quand même énormément de fibrose. Là, je vais vous prendre hop, là, je regarde où est-ce que je suis. Une petite aiguille. Voilà.
Je vais essayer, Thomas. Ouais, donnez-moi le trocard. Je vais essayer de passer par la voie d'abord que j'ai déjà. Merci. Hop là. Donc on voit pas grand chose, c'est classique. Je m'embête. Tac. Ok, la rampe, elle est là. Donnez-moi le Viper là. Donc là en fait l'erreur que j'ai commise c'est que j'ai pas préparé l'entrée dans la rampe. Je me suis dit tiens je vais pouvoir rentrer facilement. Et en fait c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tissus fibrotiques. Et il va falloir manger une partie des tissus pour pouvoir descendre confortablement dans la rampe. Donc c'est ce qu'on va faire parce que c'est très important d'avoir une bonne vision de la rampe. Et on va finir par en avoir une. Voilà. Voilà, là on commence à être pas mal. Voilà. Quand vous descendez dans la rampe latérale, vous pouvez suivre directement l'interligne entre le cubitus et la trochlée, hein, ce qu'on voit ici. Et on va descendre petit à petit. Donc vous voyez que c'est très fibreux chez ce patient, il y a beaucoup de développement synovial. Voilà. Très bien. Voilà, énormément de développement synovial. Je pense qu'on a bien fait de venir par là. Tac, donnez-moi le shaver, s'il vous plaît. Avec le petit, je préfère, si vous avez. Merci. Voilà. Tac. Il faut que vous voyez, pour être sûr que vous êtes bien dans votre rampe, il faut que vous puissiez voir votre tête radiale par voie postérieure. D'abord, c'est un bon entraînement. Alors évidemment, l'arthrolyse, c'est pas la situation la plus facile. On voit que on galère un petit peu là. Mais c'est probablement celle où on apprend le plus. Après, euh, l'idéal, c'est par exemple le corps étranger sans beaucoup de l'ostéochondromatose, avec pas beaucoup de corps étranger. Ça peut être plus facile finalement de se créer ses propres repères anatomiques. Alors, je veux bien que vous bougiez la tête radiale, Thomas, s'il vous plaît. Ok, donc là, on a quelque chose. Ouais, relâchez-vous, relâchez-vous, relâchez-vous. Il faut que je comprenne ce que je vois. Donc là, on a la trochlée, là, on a l'olécrane. Faites un peu de flexion-extension. Ok, donc on est sur la zone CHOP. Alors vous savez qu'il y a, d'un point de vue anatomique, on est assez variable. C'est-à-dire qu'il y a des patients, la plupart du temps, il y a une zone non cartilagineuse en plein milieu de l'olécrane. C'est là où en théorie on fait les ostéotomies de l'olécrane. Voilà, on devine la tête radiale, je pense, au fond. Pliez un petit peu le coude. Alors relâchez-vous, relâchez-vous, ouais, lâchez complètement. Donc, le muscle que vous voyez là, c'est l'enconé. Voilà. Voilà. Et là, on est sur la petite cavité sigmoïde avec l'articulation. On voit beaucoup de fibrose aussi, je pense. Pronosup. Non.
Non, non, pronosub, Thomas. Ah, voilà, puisque je me disais quand même. Ah oui, là, oui. Voilà. Ok, c'est bon. Donc on voit que c'est une fracture antérieure, puisque là, l'aspect du cartilage est absolument nickel sur la tête radiale. Là, c'est une intervention qui se termine. On est à 55 minutes. Voilà, un temps d'arthrolyse moyen, on va être autour de 45. 55, c'est tout à fait correct. On a eu besoin de faire plein de choses, alors que là, finalement, c'est un patient qui souffre d'un flessum de 50 degrés. Et pourtant, il a fallu agir sur beaucoup d'éléments cibles. Moi, ce sur quoi je peux peut-être insister, c'est de vous dire, allez voir les rampes. C'est vrai que on s'embête un petit peu, mais c'est important. Vous verrez souvent des corps étrangers, souvent des éléments qui vont participer au problème. Et puis, une excellente planification, c'est-à-dire l'identification de l'ensemble des problèmes sur l'arthroscanner, qui reste quand même un bon examen, qui n'identifie pas, prenez ça, tous les petits corps étrangers, ça vous serait surpris, mais qui au moins identifie assez bien les organes cibles sur lesquels nous, on va devoir agir pour permettre de redonner de la mobilité au patient. Et donc vous voyez qu'à aucun moment depuis qu'on a commencé, je n'ai fait d'extension contrariée du coude. On va le faire là maintenant par contre, parce que là j'ai agi sur l'ensemble des éléments cibles que je sais pouvoir participer. Donc là on voit très très bien, pour le coup on voyait très peu tout à l'heure parce qu'il y avait énormément d'adhérence, autant là on voit très très bien. Voilà. Notre olécrane, l'interligne, et on descend de la pointe de l'olécrane jusqu'à la tête radiale qui est ici. Donc ça, on a bien tout libéré. C'est bien. On va faire la petite extension contrariée. Tac, voilà. Voilà. Et vous voyez que maintenant, ok, on a une extension complète du coude. C'est important de ne faire ce geste-là qu'à partir du moment où on a agi, j'espère qu'on le voit sur la caméra, voilà, c'est où on a agi sur l'ensemble des tissus cibles. C'est un geste par contre qui est nécessaire, ça, je pense qu'il faut absolument le faire en fin d'intervention parce que vous avez des éléments que vous avez pu couper à 80-90% que vous allez finir de rompre complètement. Voilà, parfait. Et donc vous voyez qu'on est parti d'un flessum de 50 degrés avec à l'arrivée une extension complète du coude. C'était ce qu'on recherchait. Je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine. Bye bye.